Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bonjour chers auditeurs de Psycho Perso et bienvenue pour une nouvelle émission qui fait du bien. Alors aujourd'hui, on va pas parler forcément de psycho et de perso, mais peut-être un peu d'écolo, un peu de sociaux, avec Gaëlle Despériès qui vient nous parler de son projet. On est à l'aube de l'année 2018 et moi je suis complètement fan de son projet parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire soi-même son énergie. C'est bien ça, faire soi-même son énergie. Oui, absolument. Comme on fait pousser des tomates ou du basilic sur son balcon, en toute liberté, moi je suis persuadé qu'on peut faire de l'énergie. Génial. Alors Gaëlle, avant que tu nous parles davantage de ce projet super novateur, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, c'est le rituel dans l'émission, de ton parcours, de qui tu es et surtout qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce projet dont tu vas bientôt nous révéler le nom. À toi. Alors c'est un parcours qui commence de façon assez conventionnelle. Moi je suis ingénieur, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie. J'ai été chef de projet sur de gros projets énergétiques, hydroélectriques, parapétroliers, dans une grosse société cotée en bourse. Et puis au fil des ans, j'ai commencé à voir les limites de ces grands projets. J'ai commencé à voir qu'ils avaient un coût humain, environnemental, assez important, et qui répondait pas forcément aux bonnes questions de société, parfois même qui créaient de nouveaux problèmes. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Je commençais à avoir envie de petits projets à taille humaine, de projets vraiment durables où les externalités sont limitées, ou en tout cas le moins négatives possible, comme on dit. Et l'idée du petit éolien, du petit solaire a commencé à faire son chemin. Jusqu'à il y a quelques années où j'ai décidé de sauter le pas. Enfin, j'y ai vraiment réfléchi. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer, de travailler à plein temps à ce projet. J'ai créé la société Scavengy il y a 1 an. Et je suis, depuis le début de l'année, accompagné par l'incubateur PACA Est. Je suis en partenariat avec l'INRIA. J'ai construit un prototype que j'ai présenté à Sophia Conf l'été dernier, où j'ai remporté quelques prix. Attends, tu crois quand même pas que tu vas aller si vite. Il nous faut le nom des prix, quel prix, et puis tu vas quand même un tout petit peu revenir sur ton parcours. Compte sur moi. Alors, ces prix, quels sont-ils? Alors, c'était dans le cadre du trophée Objets connectés et services organisé par le SOFAB, le Fab Lab de Télécom Vallée à Sophia Antipolis. Qu'est-ce que c'est un Fab Lab? Un Fab Lab, c'est un endroit où on peut prototyper, fabriquer des objets, pas forcément connectés d'ailleurs. Hein, ça peut être de la sculpture, du dessin, de la découpe laser. En fait, un Fab Lab, c'est généralement un endroit où on peut faire des choses qu'on n'aurait pas les moyens de faire chez soi. Donc il y a des imprimantes 3D, il y a des découpeuses laser, il y a de l'outillage un peu plus classique, mais c'est un endroit où on peut fabriquer des choses, créer, tester, échanger, puisque généralement il y a une communauté qui se constitue autour du lieu. Le lieu, il est géré, ce tiers-lieu, il est généralement géré par des spécialistes qui s'y connaissent, qui peuvent aider, conseiller, apprendre l'utilisation des machines. Et en l'occurrence, moi au Fab Lab, j'ai eu l'occasion de discuter avec des spécialistes des objets connectés. J'ai pu utiliser une découpeuse laser. Voilà, j'ai pu faire un prototype qui avait l'air d'un prototype et pas seulement d'un bricolage de garage, quelque chose que j'aurais pas pu faire moi-même. Et tout ça, ça t'a amené à gagner le prix. Donc c'est décerné annuellement? Alors dans le cadre de Sophia Conf, qui est un cycle de conférences annuel, généralement l'été, qui cette année parlait vraiment d'intelligence artificielle, et il y a un trophée d'objets connectés, donc le SOFAB laisse plusieurs équipes s'inscrire, et pendant 2 à 3 mois, ces équipes vont définir un objet, un produit. Ils partent vraiment de l'idée et ils vont créer un prototype, présenter une offre de service qu'ils vont pitcher devant l'amphi, devant les gens qui sont venus assister à la conférence. Et puis il y a un jury constitué de Télécom Vallée, des sponsors, qui examine les différents pitchs, les différents projets, et qui leur décerne des prix.
Donc moi, sur cette année, sur 7 prix, mon prototype en a obtenu 3. Ah oui, ah quand même. Ah oui, d'accord. Alors il y avait le prix de la fabrication parce que j'avais pris soin enfin je me suis fait plaisir sur le prototype, j'ai voulu faire un bel objet. Ouais. Donc c'est une box en bois découpée au laser. Enfin j'étais assez content de moi, surtout que je partais de zéro. Hein. J'ai vraiment à l'équipe du SOFAB, j'ai vraiment appris à utiliser une découpeuse laser alors que j'en avais jamais vu de ma vie avant. Et c'est vraiment un outil avec lequel on peut faire de beaux objets d'ailleurs. Et puis le deuxième prix, c'était le prix spécial du SOFAB, puisqu'apparemment de toutes les équipes, j'étais celui qui avait le plus suivi l'esprit, en tout cas qui avait plus profité des formations et des outils offerts par le SOFAB. Et puis le troisième prix le plus important pour moi, parce que je veux proposer quelque chose au grand public, et c'était le prix du public. En fait, c'est mon pitch qui a remporté le vote populaire. Et ça, c'était très important pour moi parce que j'avais besoin de cette validation-là. Quand je pitch devant des professionnels, que j'expose mon idée, une question qui revient souvent, c'est mais est-ce que vous avez fait une étude de marché? Et la réponse était toujours non, puisque le marché n'existe pas encore. Donc ça faisait du bien d'avoir cette validation-là. Bon, alors je ne peux que revenir un peu en arrière parce que là, on parle de prix, mais on n'a pas encore vraiment parlé du projet, donc les auditeurs ne savent pas très bien de quoi on parle. Je voudrais quand même revenir. Il y a bien eu, donc tu nous disais à l'instant, il y a encore 2 ans, en fait, tu travaillais déjà sur ce projet il y a 2 ans. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as vraiment voulu quitter l'emploi où tu étais? Parce que tu en avais marre, tu disais, de ces grands projets, de cette non-humanité. Qu'est-ce qui a fait que? Alors, j'en avais pas marre. La situation était tout à fait soutenable. Moi, j'aimais mon travail et j'aimais les gens avec qui je le faisais. Il y a eu, ça a été une prise de conscience, comme j'expliquais un petit peu au fil des ans, où je commençais à m'intéresser à d'autres choses à côté. Il y a eu un événement déclencheur qui a été Fukushima, parce que là, j'ai vraiment compris que même si on fait de son mieux dans un grand projet industriel pour le rendre sûr, pour s'assurer que les choses sont bien faites, qu'elles vont fonctionner, eh ben on n'est jamais à l'abri d'un grain de sable qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Fukushima, c'est un bon exemple parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des Japonais, c'est pas des ivrognes incompétents, et je me disais si Fukushima ça peut arriver au Japon, ça peut arriver n'importe où en fait. Donc là il y avait une vraie prise de conscience. Alors que Tchernobyl, on l'a un peu facilement glissé sous le tapis. C'était la faute des soviétiques, c'était la faute à la vodka, c'était la faute à ce qu'on voulait, à la météo. Et puis voilà, on a fini par oublier le véritable danger. Et Fukushima, ça a été un petit peu un rappel à l'ordre. C'est là que j'ai compris qu'effectivement, sur un gros projet, la complexité devient telle qu'on maîtrise plus grand-chose finalement. Oui. Et on peut mettre autant d'ingénieurs qu'on veut sur le problème, on le résoudra pas. Donc là, ça a vraiment été le moment où j'ai commencé à me dire, les petits projets, c'est bien. Et puis il y a 2 ans, cette entreprise où je me sentais bien, qui est à Monaco, a lancé un plan social. Ah. Et bon, moi, j'étais pas du tout menacé, mais je me suis dit que c'est l'occasion de tester, de me lancer, de me jeter à l'eau. Et surtout, je me suis dit, t'as une belle idée, si tu la testes pas maintenant, tu le regretteras toute ta vie. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça à un moment. C'est maintenant ou c'est les regrets à tout jamais. Donc voilà. Il y a pas un moment dans la vie où on peut lancer, il y en a plein. Si c'est pas celui-là, ce sera le suivant. Mais peut-être qu'il y aura pas de suivant, donc il faut attraper celui-là. Enfin, bref. Du coup, je l'ai fait et je me suis lancé. Et donc ce projet s'appelle Scavengy. Et qui veut dire? Alors c'est moi qui l'ai inventé. Ouais. C'est pas un meuble suédois, c'est une contraction de scavenge et énergie. Scavenge en anglais, c'est la récupération, le glanage, et scavenger, c'est le charognard. J'ai choisi ce mot-là justement parce que l'idée derrière Scavengy, c'est que n'importe qui peut produire de l'énergie à partir de matériaux de récupération. On peut récupérer un vieux moteur courant continu, un vieil alternateur, et on peut en faire une dynamo, on peut faire une éolienne, un vélo
d'appartement, une hydrolienne, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, on peut récupérer un vieux panneau solaire de la case. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de produire de l'énergie et qui sont techniquement ou réglementairement impossibles. Ce qu'Avengy veut permettre aux gens de faire leur petit potager en toute liberté. Leur petit potager. Oui, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu peux faire pousser des légumes sur ton balcon. Si t'es en ville, t'es locataire d'un appartement, t'es même pas propriétaire, tu peux mettre un pot sur ton balcon et faire pousser 3 tomates cerises. Et personne te demandera de faire passer à tes tomates des tests vétérinaires. Par contre, si tu veux produire de l'énergie à l'heure actuelle, il faut que tu sois propriétaire d'une maison avec un toit bien orienté, que tu fasses appel à un professionnel pour t'installer les panneaux solaires, pour les raccorder. Tu dois demander l'autorisation à Enedis. Tu dois signer un contrat. Ouais. C'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lourd. C'est pas très démocratisé parce que, encore une fois, faut être propriétaire, etc. Donc il y a assez peu de liberté et surtout la seule chose qu'on fait soi-même, c'est de signer le chèque et le contrat. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse vraiment bricoler et faire son énergie soi-même. Alors, on sera jamais autonome, c'est un peu comme un potager. À moins d'être vraiment pro, et dans ce cas-là, tu t'appelles un agriculteur, tu seras toujours obligé d'aller à l'épicerie ou au supermarché. D'accord. L'idée, elle est pas là, elle est de te réapproprier ta consommation. Et puis, ça a des effets en cascade. Dès que tu fais pousser 3 tomates chez toi, tu te mets à faire plus attention à ce que tu manges, à ce que tu achètes. Tu te mets à acheter en circuit court. Tu te mets à faire la chasse au gaspillage. Puisque même si tu ne manges que 3 tomates de ton jardin, tu te rends compte de ce que ça coûte que de faire 3 tomates. Et du coup, les autres tomates, tu les gaspilles pas. Donc ça a tout un effet de boule de neige. Ouais. Un cercle vertueux. Exactement. Et je pense que sur l'énergie, c'est un petit peu la même chose. Quand on se rend compte du fait qu'un kilowattheure qui coûte pas très cher, qui coûte même pas cher du tout, c'est un scandale. Finalement, c'est une journée de vélo. On se met à faire un petit peu plus attention aux lumières qu'on laisse allumées. Et t'as toujours eu cette conscience-là de l'anti-gaspillage, ou elle est venue un peu comme ton projet, c'est-à-dire au fil de l'eau, au fil des ans, où t'as vraiment toujours eu cette conscience? Ça, franchement, j'en sais rien. C'est devenu des vraies valeurs de vie il y a quelques années seulement. Peut-être que j'ai toujours eu plus ou moins conscience, mais il y a que depuis quelques années que ça impacte vraiment mon quotidien, ma manière de vivre, de consommer. Et qu'est-ce qui a changé, par exemple? Est-ce que avec Scavengy, il y a des comportements qui ont changé dans ta façon de faire ou de vivre? Oui, il y a la chasse au gaspillage à tout point de vue. Il y a des questions morales aussi. Il y a toujours deux versants à la consommation. Tu te demandes toujours ce que j'achète, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça a fait travailler des esclaves? Ou des enfants? Est-ce qu'il y a des pesticides? Est-ce qu'il y a de la radioactivité? Est-ce que et puis il y a l'autre volet, où va mon argent? À qui je donne mon argent? Quelle pratique, quelle valeur je subventionne avec mon argent? Est-ce que chaque euro que je donne, que je paye, contribue à rendre le monde meilleur, etc., etc. Donc il y a toujours ces deux volets-là. Et ces deux volets qui ont fortement influé sur le projet. C'est-à-dire que je veux que Scavengy permette non seulement de faire des économies d'énergie et de produire de l'énergie propre, qui ait un effet écologique positif, mais je veux aussi que ce soit un projet éthique. C'est pour ça que il va falloir trouver des fournisseurs qui respectent certaines valeurs, il va falloir adopter une gouvernance, une structure capitalistique ad hoc, donc probablement une coopérative. Voilà, ça a cet ensemble de valeurs-là, il forme vraiment le projet, il forme ma volonté et la manière dont je le vois. Tu le vois. Et d'où justement le fait que cet objet soit en bois. Je pense que ça répond un peu aussi à ce process, enfin à ta pensée. Oui, alors effectivement, j'ai pas envie de fabriquer et de vendre un énième déchet électronique. On en produit, oui, voilà, en plastique ou tout simplement d'électronique. On parle beaucoup d'objets connectés.
Mais on produit, l'humanité produit, je crois que c'est quelque chose comme 45, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 45 millions de tonnes de déchets électroniques par an. C'est plus de 4000 fois la Tour Eiffel. Donc tous les vieux Mac, tous les vieux iPhones, toutes les vieilles Tesla. Qu'est-ce que c'est une Tesla? C'est des voitures électriques de luxe. Enfin, beaucoup de gens disent que c'est ça l'avenir de l'automobile. Moi, j'en doute fort. Voilà, on produit énormément de déchets non recyclables. On consomme des ressources qui sont de plus en plus rares et dont on va avoir besoin pour des choses un peu plus importantes que de fabriquer des laisses pour chiens connectés. Donc, il y a une vraie problématique d'économie de ressources, d'économie d'énergie. Et je veux pas contribuer à faire de la planète un dépotoir. Ça veut dire que l'éco-conception, elle sera au cœur du projet et la conception de la box, en l'occurrence. Ça veut dire utiliser des matériaux naturels autant que possible. Ça veut dire avoir une vraie modularité, c'est-à-dire un appareil qui est facile à réparer. Ouais. Ah oui, tu m'en avais parlé, je l'avais lu ça aussi. Facile à réparer, c'est important. Ben oui, parce qu'il faut pas qu'au premier pépin, on jette et on remplace, ça va pas. Et puis je veux qu'à la fin de la vie de l'objet, eh bien les composants individuels puissent connaître une seconde vie. Et puis le boîtier, voilà, faudrait éviter de le faire en plastique. Le bois, effectivement, c'est super. Moi, je trouve ça très beau, le bois. Le prototype, je l'ai fait en bois parce que tout simplement, c'était la seule chose, le seul matériau que je pouvais travailler à mon niveau de connaissances techniques et avec mon budget. C'est vrai qu'une découpeuse laser et une imprimante 3D, c'est assez facile. Donc le couple bois-plastique, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. En l'occurrence, là, je l'ai fait complètement en bois parce que j'avais pas le temps de faire de la modélisation 3D pour un boîtier en plastique. Mais la version finale de la box, celle que je vendrai à partir de 2018, sera probablement pas tout en bois parce qu'il y a quand même des normes électriques à respecter. D'accord. Et je peux pas non plus. Je sais bien que je peux pas faire un équipement électrique tout en bois. Il faut être réaliste. Donc il y aura probablement du plastique et du métal. Et tout l'enjeu, ça va être de le concevoir de façon intelligente pour qu'à la fin, on ne mette rien à la poubelle ou presque. Génial. Moi, je suis complètement emballée. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du petit oiseau, qui est le logo de Scavengy? Alors oui, le petit oiseau, il est très important. Est-ce que tu connais la fable du colibri? Non. Alors c'est une fable qui a été popularisée par Pierre Rabhi. C'est l'histoire d'un. Alors je connais Pierre Rabhi et son mouvement Les Colibris, mais. Voilà. Eh bien la fable du colibri, donc c'est l'histoire d'une forêt dans laquelle se déclare un grand incendie. Tous les animaux s'enfuient, sauf le petit colibri qui va à la rivière prendre une goutte dans son bec, va la jeter sur le feu, puis repart à la rivière et fait des allers-retours inlassablement. Au bout d'un moment, il y a un des animaux qui lui dit « Mais colibri, t'es complètement fou, enfuis-toi, tu crois que tu vas éteindre le feu à toi tout seul ?» Et le colibri imperturbable lui répond « Je sais, mais je fais ma part. » Et l'idée très forte derrière Scavengy, c'est qu'effectivement, une petite éolienne sur un balcon, un petit panneau solaire ou quelques heures de vélo par semaine, c'est pas grand-chose. C'est pas ça qui va remplacer une centrale nucléaire, mais c'est une première étape indispensable. Il faut que les citoyens soient impliqués ou puissent s'impliquer dans la transition énergétique, sinon on n'y arrivera pas. La transition énergétique, si on veut qu'elle décolle, elle ne peut pas être l'apanage de gros acteurs industriels. Il faut que les citoyens s'impliquent. En fait, tout à l'heure, tu parlais d'énergie propre. Donc, il y a propre au sens de clean en anglais, mais il y a aussi propre à sa propre énergie. Et là, c'est un petit peu... Alors, c'est intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, bravo. Et c'est un peu ce que tu dis là, c'est-à-dire de s'impliquer dans le process, de devenir un peu responsable et donc tout ça autour du colibri. En tout cas, chers auditeurs, j'espère... D'abord que vous allez aller voir le site dont on vous révélera les coordonnées un peu plus tard et d'aller voir ce logo qui me plaît bien.
Ben oui, ce colibri, il est important. Quand j'ai discuté avec Thomas Roland, le graphiste qui a fait le logo, on en a longuement parlé d'ailleurs. Hein. On a parlé du projet, des valeurs, machin. J'arrivais avec mes petites idées, il en a apporté d'autres, et on a beaucoup échangé. Et le colibri, ça me semblait un symbole important. Parce que, voilà, derrière ce colibri, il y a l'idée que on ne peut faire de grandes choses que tous ensemble, mais il faut quand même qu'il y ait des leaders pour faire leur part et donner l'exemple. Alors, pour revenir maintenant à l'objet Scavengy, comment ça se passe? Donc, tout à l'heure, tu parlais de vélo d'appartement, de vent, etc. Donc, on a la boîte Scavengy chez soi, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on la connecte? Comment est-ce qu'on la branche? Est-ce que moi, par exemple, qui habite à Nice, et j'ai pas de vélo d'appartement, est-ce que c'est utile pour moi d'avoir une boîte Scavengy? Dis-nous tout. Alors la boîte, elle est destinée à être installée dans un salon ou dans un bureau. J'espère, en tout cas, je vais faire tout ce que je peux pour que ce soit un bel objet qu'on a envie d'avoir dans son salon ou dans son bureau. Voilà. Il faut y penser. Voilà. L'endroit où je la verrais bien, c'est à côté de la chaîne IFI, ou de la télé, ou de l'ordinateur, ou de la box internet. Puisque finalement, elle va servir à alimenter tous ces appareils-là. Elle va être branchée dans une prise murale, puisqu'on utilise le réseau électrique en complément. Mais elle va tirer son énergie des sources qu'on va brancher dessus. Donc ça peut être un petit panneau solaire qui sera fourni avec. Comme ça, même les non-bricoleurs peuvent s'en servir. Et puis surtout, et l'intérêt, il est surtout là, c'est qu'il y aura possibilité d'ajouter d'autres sources, comme une petite éolienne maison, un vélo bricolé avec une génératrice, ou une cage de hamster avec un hamster très très musclé quand même. Enfin, je veux dire, n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment que n'importe qui puisse tester une idée dingue, ou pas si dingue que ça, plutôt. Parce que des idées, il y en a plein. Des matériaux de récup, il y en a plein. Et tout ce qui manque, c'est ce petit bac à sable, ce petit espace de liberté où on peut expérimenter, tester, s'échanger des conseils, des tutos. Donc cette box va servir de plateforme d'essai, on va dire. Et toutes les sources que les gens brancheront dessus leur permettront de faire quelques petites économies sur leur facture d'électricité. Donc ça, ils auront une appli mobile sur laquelle ils pourront voir combien ils ont économisé, combien de kilos de CO2 ils ont économisé. Et puis ils pourront sur une plateforme communautaire s'échanger des tutos, des conseils. Alors justement, imaginons, j'ai un vélo d'appartement, j'en fais 3 heures par semaine, et à chaque fois donc je branche le vélo à Scavengy. Est-ce que tu as une idée de combien je pourrais économiser ou pas? Oui, alors 3 heures de vélo, c'est pas beaucoup. En fait, avec 3 heures de vélo, si tu te donnes à fond, tu peux approcher d'un demi-kilowattheure. D'accord. Donc ça fait 7-8 euros d'économiser sur ta facture. Par mois ou par an? 7-8 euros. Par 3 heures. Tu disais que tu fais 3 heures 3 heures par semaine. Donc ça fera par semaine. Mais c'est énorme! 7-8 euros d'économiser. Non, pardon, excuse-moi, 7-8 centimes. Ah oui, ok, voilà. J'ai une fausse joie là. Non, parce que le kilowattheure, à l'heure actuelle, c'est à peu près 15 centimes d'euros. D'accord. Et 1 kilowattheure, voilà, ça coûte pas très cher. Hein, c'est presque une journée de vélo. Oui, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, mais je me suis dit que j'avais pas compris, mais si. Et c'est là qu'on se rend compte que l'énergie est vraiment pas chère. Elle est pas assez chère. Ouais. Imagine là ce qu'on consomme en moyenne, nous, c'est comme si chaque foyer français avait dans la cave 5, 10, parfois 15 esclaves qui pédalent 24 heures sur 24 et qu'on ne voit pas. L'énergie, c'est vraiment un truc on considère que c'est un dû, on le paye une misère et on se rend pas compte de ce que ça représente. C'est quelque chose d'absolument énorme et que la planète a de plus en plus de mal à nous fournir. Alors, pour revenir un peu sur le plan économique, donne-nous un exemple. Alors, justement, c'est là que la comparaison avec le potager revient en force. Ouais. C'est que, effectivement, tu ne prends pas cette box-là pour faire des économies. Avec le panneau solaire qui sera fourni mettons tu installes la box dans ton salon, tu mets le panneau solaire sur ton balcon. Avec ça, tu amortis le coût de la box en 15-20 ans.
Bon, c'est des énergies renouvelables, donc on est plutôt dans les standards, quoi. C'est-à-dire tu investis d'un coup et puis après tu as 15 ou 20 ans que tu amortis, c'est normal. Mais les gens qui vont le faire vont pas le faire pour gagner des sous. C'est comme un potager. Quand tu fais pousser des légumes chez toi, tu le fais pas pour faire des économies. Oui. Et c'est bien que tu rappelles ça en fait. Et c'est combien le prix de la box? Alors le crowdfunding de février, je compte la proposer à 300 € hors taxe, donc plus la TVA, ça ferait 360 à peu près. D'accord. Et ce sera forcément un petit peu moins cher que la version finale. Alors, je reviens quand même à cette notion de potager. Il faut pas se tromper de combat, en fait. On n'achète pas Scavengy pour faire baisser la facture d'électricité. On achète Scavengy pour toutes les autres raisons dont on a parlé tout à l'heure. Faire sa propre énergie aux deux sens du terme, participer à la transition énergétique. Oui, et puis aussi se faire du bien. Alors ça intéressera peut-être un peu plus les auditeurs de Psycho Perso. C'était l'objet de mon premier billet de blog d'ailleurs. Je faisais le parallèle entre l'énergie et les tomates. Les tomates qu'on fait pousser chez soi, elles coûtent horriblement cher. Quand on regarde le semis, le temps qu'on y a passé. Le temps qu'on y passe, c'est monstrueux. Si on s'amusait à faire un calcul économique bête et méchant sur les tomates du jardin, on se rendrait compte qu'elles coûtent une fortune. Mais c'est pas grave. C'est les plus belles du monde, c'est les meilleures du monde. Et voilà. Et même si demain Auchan fait la tomate à 1 centime, on continuera à en faire pousser dans le jardin. La question elle est pas là. C'est une question de souveraineté personnelle, je dirais de réappropriation de sa consommation. On n'a plus envie d'être des simples consommateurs, on a envie de faire les choses. Et ce qui est vrai pour les légumes, à mon avis, l'est aussi pour l'énergie. Moi, toutes les heures que je passe à faire pousser mes tomates ou mes framboises sur ma terrasse, c'est parce que moi non plus je n'ai pas de maison. Ça me fait du bien. Alors bon voilà, moi j'aime pas particulièrement le yoga, mais le jardinage me fait énormément de bien. Et à chacun sa méditation, je dirais. Mais tout à fait. Voilà, donc le jardinage, le bricolage, toutes ces choses-là nous font du bien au corps et à la tête. Et à l'âme, parce qu'on se sent pleinement citoyen quand on fait des choses aussi. Alors, tu nous disais là que tu avais fait un article sur ton blog qui comparait donc Scavengy aux tomates du jardin. Tu as donc un blog? Pas encore, mais bientôt. J'ai fait un premier billet parce que j'avais envie à côté de Scavengy, j'avais envie de parler un petit peu des sujets qui me tiennent à cœur et des valeurs qui sous-tendent le projet. Donc oui, je vais bientôt commencer un blog, mais j'ai déjà un premier billet que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Ah, et où est-ce qu'on peut le lire? Eh bien sur Facebook, sur Twitter ou sur LinkedIn, soit via mon compte, soit sur celui de Scavengy. Ok, donc ton compte Gaël Despériès, et sinon Scavengy, donc tu peux nous l'épeler? Scavengy sera plus facile à trouver, c'est SKAVENJI. SKAVENJI. Okay. Donc ça, c'est, il y a une page Facebook dédiée à Scavengy. Oui. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut glaner sur le projet et qui sont ailleurs ou pas? Alors, il y a quelques explications sur le site, scavengy.fr. Et puis, on va publier régulièrement une newsletter. On va essayer d'étoffer un peu le site. Et surtout de tenir au courant les gens qui déclarent intéressés de l'avancée du projet avant, pendant et après la campagne de crowdfunding du début de l'année. Et alors cette campagne de crowdfunding, tu vas la lancer quand? Et tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, c'est-à-dire que pour passer de l'idée du prototype au produit commercialisable, il y a quand même un assez grand saut et ça coûte pas mal d'argent. Le crowdfunding a vraiment les financements participatifs ont révolutionné la manière dont on peut faire ces choses-là, puisqu'on peut déjà toucher un public de gens intéressés qui sont prêts à avancer l'argent pour que le projet puisse voir le jour. Donc ça permet, dans mon cas par exemple, d'organiser une prévente, de voir si suffisamment de gens sont intéressés, de rassembler les fonds, de signer le contrat de fabrication, de faire fabriquer l'objet et de le vendre. Alors peut-être pas en faisant un bénéfice au début, mais au moins ça rend la chose possible.
Sans l'outil formidable qu'est le crowdfunding, j'aurais été parfaitement incapable de financer, voilà, de faire fabriquer. Enfin, quand on fait fabriquer un objet d'abord et qu'on essaie de le vendre ensuite, on prend toujours un risque énorme. Et là, en faisant les choses dans l'autre sens, au moins on améliore les chances de réussite du projet. Et tout le monde pourra participer au crowdfunding à n'importe quel budget, ou il y aura un budget minimum, ou... Alors, généralement, une campagne de crowdfunding, on essaie d'échelonner les contributions. Là, dans le cadre d'une prévente, donc c'est ce qu'on appelle un financement, un don avec contrepartie. C'est-à-dire que les personnes qui vont donner de l'argent obtiendront quelque chose en retour. Donc, effectivement, le niveau principal, ce sera les 300 € de la box. Mais il y aura possibilité de contribuer un petit peu moins pour juste soutenir symboliquement le projet. Si vous voulez avoir votre signature à l'intérieur des box, vous pourrez donner quelques euros. Enfin, voilà, tout ça c'est en cours d'élaboration. Mais comme dans toutes les campagnes de crowdfunding, il y aura tout un tas d'étagères et chacun décidera sur laquelle il veut poser sa petite enveloppe. Super. Alors je résume. La page Facebook de Scavengy, le site internet www.scavengy avec un i.fr. Bientôt une campagne de crowdfunding. Moi, écoute, j'ai qu'un souhait pour toi en 2018, c'est que Scavengy voit vraiment le jour et que la lumière soit. Merci beaucoup. Joyeux Noël à tous, super belle fête à vous. Je vous retrouve très très bientôt, j'espère bien le mois prochain pour de nouvelles aventures, nouvelles émissions. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.